Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, dans le travail comme dans la vie personnelle, les limites sont rarement posées, clairement, non par manque de règles, mais par difficulté quelquefois à les assumer. Alors, disponibilité permanente, porosité entre vie professionnelle et privée, confusion entre engagement et débordement. Ce qui est présenté comme de la flexibilité se transforme souvent, à terme, quelquefois en un épuisement. Mettre des limites n'est pas un refus, ce n'est pas un repli, ni un manque d'implication, c'est quelquefois une condition de la stabilité, de la clarté de la relation et de la performance qui, si on le souhaite, se maintiennent dans le temps. Alors nous en parlons ce matin de 10h à midi, nous restons ouverts à l'échange si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec deux invités. Nous sommes avec Souad Haddad qui est psychothérapeute. Alors d'inspiration, dites-nous. Souad Haddad, je suis gestalt thérapeute. Gestalt thérapeute. Oui, donc, oui. Je suis spécialisée en psychothérapie somatique et développementale que je mets au service de l'entreprise aussi. Alors il y a un point d'interrogation, rien qu'à l'intitulé, on va y revenir dans quelques instants. Puisque nous sommes aussi avec Marie Hello, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Bonjour à tous deux. Hello. Alors, on a introduit le sujet, mais il y a de cela quelques instants. Alors, je vais faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui se joignent à l'émission. Nous allons parler de la nécessité ou non de mettre des limites dans ses relations personnelles au travail. Alors, au travail, effectivement, c'est un cadre, disons, où il y a plus de distance entre soi et les individus avec lesquels on est amené à collaborer. Tandis que dans la vie personnelle, on est plus en proximité, donc il y a potentiellement plus d'implication, plus d'engagement, et par nécessité, plus de difficultés à se protéger, si nécessaire. Bonjour. Et tu es en train de te conditionner ou de me conditionner, Oui. On ne sait pas. Quoi donc Hello Badr. Écoute, le sujet est immense et j'espère qu'on aura le plaisir avec toi de le traiter, avec les auditeurs aussi qui vont nous poser des questions tout à l'heure. Je pense que tout nous rappelle au quotidien qu'il est nécessaire de poser des limites. Alors les plus érudits d'entre nous diront que si on ne s'en pose pas soi-même, les autres s'en chargeront pour nous. Et vraiment, c'est une sagesse, c'est d'une profondeur. Le jour où je l'ai entendu, ça vient pas de moi, je ne sais pas de qui ça vient, mais ça a été reporté dans différentes cultures, dans différentes traditions. Si tu ne t'occupes pas de fixer ton cadre, les autres s'en chargeront pour toi. Et j'ai trouvé ça tellement puissant. C'est en rapport avec tout finalement, à notre rapport au temps, à notre rapport aux autres, à notre hygiène relationnelle, à ce qu'on tolère pour nous, à ce qu'on s'autorise de faire, à ce qu'on ne s'autorise pas de faire, à ce qu'on tolère des autres, à ce qu'on ne tolère pas des autres, à ce qu'on accepte pour argent comptant. À ce qu'on refuse, à ce qu'on nuance, à ce qu'on critique. Et donc finalement, poser des limites, c'est aussi poser des limites à une forme d'envahissement ou d'intrusion. Et il y a les mini-intrusions du quotidien, on en parlera tout à l'heure. Je pense juste à la mini-intrusion qui touche 8 milliards d'individus, qui sont les jugements qu'on porte sur nous. Et vous savez, les jugements qu'on porte sur nous, ça peut être ça peut être très vicieux, tu sais, ça peut être du genre t'es pas capable de faire ça, ou t'es pas apte à faire ça, ou pourquoi tu t'embêtes à faire tout ce que tu es en train de faire. Donc des micro-jugements et des micro-intrusions dans notre vie qui, si on ne pose pas des limites, et si on les prend pour argent comptant, eh ben, on va s'approprier justement l'image ou la perception que se fait l'autre de nous, dans la vie privée ou la vie professionnelle, et s'y conformer. Et c'est là où le danger vient. C'est qu'à quel moment, finalement, on ose avoir des lunettes critiques pour aller se dire, est-ce que c'est mes limites vraiment à moi, ou est-ce que c'est des limites choisies par les autres? C'est philosophique. Non, mais j'entends bien. D'ailleurs, tout est poreux. On respire, on prend place. Là, on est en croissance lorsqu'on est enfant, et ainsi de suite. Cela dit, il y a le risque que les autres débordent sur soi-même et le risque que soi-même nous débordions sur les autres. Alors, ce sont des éléments qu'on ne met pas sur la table de façon aussi, entre guillemets, rationnelle. Ce sont des plis qu'on prend dans la vie et des façons d'être qu'on a ou qu'on adopte naturellement dans les échanges avec les uns et les autres. Quand est-ce qu'il y a difficulté, Souad Haddad? Alors, la difficulté, je pense qu'elle est toujours là, elle est toujours présente. Et
À mon avis, dans toute relation, il y a besoin de poser des limites. Dans toute relation, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à l'environnement, la relation à comment j'interagis avec des projets de vie, etc. Donc, on a besoin de poser des limites. Et quand on parle de limites, comme Merim a déjà dit, on parle déjà du cadre. Et le cadre, il est protecteur. Un cadre, il protège la relation. Peu importe la relation, il la protège. Et quand on parle de protection, on parle de la sécurité. Donc, un cadre, il est sécurisant. Quand je mets des limites, je mets une sécurité dans la relation. Et j'ai un regard thérapeutique, je peux le développer par la suite, mais c'est important, je pense, dans la vie au quotidien et aussi dans la vie professionnelle, dans l'environnement professionnel. Si on ne pose pas de limites, et là, ça me renvoie à le non, à comment dire non, pouvoir dire non. Et ce fameux concept d'assertivité qui n'existe pas en français, c'est assert, c'est comment je vais m'affirmer, comment je vais prendre ma place. Prendre ma place, c'est comment je vais sentir le poids de mon corps. Là, on est dans le psychocorporel. Donc, comment je vais prendre ma place, sentir le poids de mon corps, mes appuis, pour justement pouvoir dire ce non, aller vers l'autre et le regarder dans les yeux et dire non. Donc dire non autour de moi, ça paraît peut-être facile, mais c'est tellement compliqué et complexe parce que c'est chargé de notre histoire personnelle, notre histoire de vie. Oui, mais est-ce qu'on estime que soi-même, nous méritions d'être défendus? Et parfois, la réponse qu'on n'ose pas se murmurer à soi-même, c'est quelquefois la réponse est non. Et c'est effectivement dans ces cas de figure où la nécessité de poser des limites s'impose, Majid Mahlou. Et je rebondis parce que tu disais, et je rebondis sur la notion du corps et de l'appui. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Oui. Parce que les défenses mentales, lorsqu'on est face à un prédateur, ne suffisent pas. Les défenses mentales, c'est bien évidemment ce qu'on essaie de faire, mais les défenses physiques sont aussi importantes. Imaginons une personne qui n'exprime pas sa colère saine. Imaginons une personne, si on n'exprime pas notre colère saine dans des Oui. situations, Je je sais pas si parle les pas. autres ont la possibilité de déchiffrer. Je entre la parle colère. pas. Non mais attends, Oui. je parle pas d'emportement colérique. Je parle pas de cette hyperréactivité qu'on peut avoir dans certaines situations si on n'a pas assez travaillé des choses qui relèvent du passé, qui reviennent résonner dans le présent, etc. Je parle d'une colère saine lorsque quelqu'un enfreint volontairement ou involontairement, mais ça lui appartient. Mais lorsqu'on détecte quelque chose qui a été profondément, qui a vrillé en nous et qui provoque une colère ou quelque chose qui a besoin d'être défendu. Je parle d'un territoire, je parle d'un cadre, je parle d'une fiche de poste, je parle d'une intégrité physique. Lorsqu'on n'a pas cette colère-là, c'est qu'on ne se défend pas assez. Lorsqu'on censure cette colère-là à l'intérieur de nous, par peur du jugement, par peur des codes sociaux, par peur de ça, c'est qu'on anesthésie quelque chose en nous. Et c'est qu'on ne s'autorise pas quelque chose. Et c'est pour ça que je reviens sur l'appui du corps qu'a cité Souad, parce que le corps est le prolongement nécessaire de l'esprit, et parce que notre esprit s'incarne dans un corps, donc il est nécessaire. D'ailleurs, on le voit. Je ne l'ai pas fait ce matin, mais bon, tu me comprends. On le voit quand les gens font de la boxe ou quand ils font des courses à pied. Ils réveillent un tonus chez eux qui leur donne un tonus mental plus tard et qui leur permet d'aller chercher quelque chose et de se protéger en cas d'agression. Oui, mais d'ailleurs, on dit bien d'une personne qu'elle est avachie. Si elle est avachie, elle a une façon, une vivacité qui est amoindrie. Donc les postures ont un impact direct sur la façon qu'on a de percevoir ou de réagir aux choses qui nous arrivent. Oui, tout à fait, Badr, parce que là, vous parlez de plusieurs choses en même temps. J'ai tellement de... Voilà, ça me donne l'envie. Là, je sens que je me lâche un petit peu parce que bon, il y avait un petit peu de trac et c'est tout à fait normal au début. Donc, il y a le mot qui m'intrigue, le mot agressivité, qui est très, très important. Et tu as parlé, Myriam, de la colère et comment elle s'imprime dans le corps lorsqu'elle ne s'exprime pas, lorsqu'elle ne s'extériorise pas. Et donc, on va parler en gestalt, parce que c'est ma spécialité. On va parler de la saine agressivité, comment je vais me déployer, comment je vais utiliser mon mouvement d'aller vers le monde, d'aller vers l'environnement. Et si je n'ai pas justement suffisamment d'appui, j'ai bien dit suffisamment d'appui,
parce qu'on ne peut jamais avoir beaucoup d'appui, mais suffisamment d'appui pour pouvoir poser des limites. Donc là, il y a besoin d'aller chercher, pas le pourquoi de la chose, mais comment je vais sortir de ce figement-là, comment je vais sortir de ce blocage-là. Donc on parle de l'agressivité, pas dans le sens péjoratif, mais comment c'est adgressere, c'est un mouvement vers l'avant. Donc comment je vais pouvoir, en parlant du corps, me mettre en avant, dire les choses. Et je rebondis sur ce que tu as dit, Badr, par rapport à la posture. Et donc cette saine agressivité qui va me permettre de contacter ma verticalité. Donc et là, je suis en train de me verticaliser d'une manière spontanée en le disant. Donc quand je contacte ma verticalité, ça va me permettre de trouver l'appui, la plante de mes pieds, l'appui de mon corps pour pouvoir dire les choses, affronter, confronter. Voilà. Mais bien entendu, d'ailleurs, le corps révèle une façon d'appréhender la difficulté. D'ailleurs, les militaires, on peut les reconnaître dans la rue si on a un peu d'observation. Donc, Oui, et les policiers attitudes. civils aussi. Comment? Les policiers en civil aussi. Oui, bon. Ils ont une Ça dépend des posture. pays, oui. Mais ils ont des postures Absolument. qui sont ne t'approche pas trop de moi, je suis suffisamment baraquée et en présence. Il y a la notion de présence qui est claire dans le fait de marquer un territoire. Mais ce qui n'est pas clair, ce sont deux éléments que j'ai entendus, la colère saine et l'agressivité saine. Alors, on va tout décoder pour toi. Pour un adolescent, c'est le conseil de discipline. Au travail, ça peut être très rapidement un licenciement, parce que celui qui reçoit la colère, il ne se dit pas c'est une colère saine. Celui qui la reçoit, il se dit oulala, qu'ai-je... Mais bien entendu. C'est important ce que tu dis, parce que justement, il y a une grande confusion des concepts. Et la colère n'est pas... Si toutes les émotions sont là, c'est qu'elles ont un rôle clé à jouer. Et quand on fait plus la différence entre les choses, ça crée une confusion mentale telle qu'on ne s'autorise plus rien. C'est qu'on se dit « Ah, attention, je risque de... Ah, attention, je risque de... » Et dans ce « Ah, attention, je risque de... » froisser, blesser, être rejeté, etc., on ne s'autorise plus à exprimer ce qui doit être exprimé. Et dans ce cas-là, comment poser le cadre à quelqu'un et à toi-même si tu déjà n'as pas le bon décodeur et si tu t'autorises pas à exprimer ce qui doit être exprimé à l'instant présent. Tu sais pourquoi on parle de ce sujet de poser des limites? C'est parce que certainement dans l'histoire de beaucoup de gens, y compris les nôtres, on s'est posé les questions a posteriori d'une situation, on s'est dit mais dis donc, j'ai laissé cette personne dépasser ses limites avec moi. J'ai laissé cette personne s'autoriser à faire des choses que... Et il y a quelque chose qui est brouillé à l'intérieur de nous, qui est brouillon. La question sous-jacente, c'est est-ce que j'ai été faible? Est-ce que je me suis laissé faire? Est-ce que... Mais c'est souvent l'implication. Lorsqu'on pose le questionnement sur ce registre-là, c'est souvent la conclusion à laquelle on aboutit. Alors, et cette notion, et tu vois comment si quand on n'exprime pas sainement de remettre l'autre à sa place, sans agressivité, et si on en a, tu sais, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Je suis désolée. Face à quiconque, quand même la maîtresse, j'étais enfant en classe de CM1, je peux te le garantir, c'est un souvenir présent. Nous sommes tous passés par... La rédaction, et je me rappelle, une rédaction que j'avais passé du temps, mes parents ne m'aidaient pas dans les devoirs, et une rédaction que j'avais passé du temps à écrire, la maîtresse a dit devant toute la classe, c'est impossible que ce soit elle qui l'a écrit. Et j'ai été accusée de plagiat à cet âge-là. Et tu imagines, pour un enfant qui ne peut pas se défendre face à une figure d'autorité, non, mais non, regarde comment la non-défense face à des figures d'autorité, qui peuvent être les maîtres, les parents, aujourd'hui les managers, peuvent créer une espèce de regard sur soi, parce qu'on ne peut pas toujours se défendre, justement. Et donc, comment gagner ? Comment doper ses défenses naturelles pour, même face à des figures d'autorité, pouvoir se défendre sainement. Mais c'est vraiment une histoire. Oui, parce que la régie essaie de se défendre contre les retards. Et nous, on essaie de faire au mieux, puisque Karim Droné va justement pour nous présenter les actualités. Il semble être muni de certains outils, plus offensifs que défensifs. Il faut savoir se défendre. Oui, non, mais c'est pour savoir dissuader, c'est autre chose. Il est 10h30, on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts. Et ceux qui souhaitent prendre la parole, témoigner, poser des questions, n'hésitez pas à nous joindre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Alors, on la consacre à la nécessité ou non de poser ses limites dans la vie professionnelle ou personnelle. Nous évoquions effectivement le danger que de considérer comme acquises des situations qui, lorsqu'on porte sur elles un regard postérieur, on les juge défavorables à soi-même. Et c'est à ce moment-là que souvent que naît cette interrogation sur les limites qu'on aurait dû avoir ou mettre à celui qui, disons, a enfreint cette sécurité. Dans le travail, bien entendu, il y a un cadre. Dans la vie personnelle, il y a un cadre tacite. Il y a effectivement un cadre qui n'est pas nécessairement verbalisé ni conscientisé d'une certaine façon. Et c'est plus délicat sur ce terrain-là d'être, oui, de se protéger parce que on estime lorsqu'on établit des relations dans une certaine proximité que c'est par définition un endroit chez soi où on est censé être sécure. Madame Hello. Je crois que le micro n'est pas allumé. Oui, Oui. c'est bon. Badr, en fait, Oui. dans ta question, la nécessité ou non de poser des limites, mon cher ami, Oui. pour que la réponse soit très claire, il est très important de poser des limites. Très important. C'est même la loi de la nature, c'est la loi de l'univers, c'est même la loi des lois même spirituelles ou des lois religieuses. Et justement, pour revenir à ce principe de sécurité, si tu ne poses pas de limites, si tu as l'extrême liberté de faire tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de faire, il y aura la notion entre les êtres humains, je parle, de la consommation. Et on ne sera plus dans cette notion d'humain à humain. Un humain à humain, ça doit être dans une relation qui est régie par des normes, par des règles. Et les règles sont là, justement, et les normes, Oui. et les valeurs, qu'elles soient collectives ou individuelles. Mais quand on va dans la société, ce sont nos valeurs individuelles qui rencontrent les valeurs collectives. Et tout ça, ça pose un cadre. Un cadre dans lequel moi et toi, nous aurons notre place, nous défendrons notre place, on nous ferons évoluer notre place. Les limites ne sont pas figées dans le temps. Maintenant, il y a des non négociables. Oui. Si toutes les limites ne sont pas figées dans le temps, moi j'aimerais te dire que certaines doivent rester quand même non négociables. Parce que c'est des choses qui ne doivent pas bouger, c'est comme tout. Tout système ne doit pas bouger dans son intégralité. Oui, mais je vais citer un exemple que j'ai pu entendre dans les conversations. Alors, il y a certaines personnes qui me disent ou qui ont pu me dire, alors, la violence verbale, bon, j'accepte, mais dès lors que ça dépasse, oui, que ça passe effectivement à la violence au sens littéral, physique, à ce moment-là, oui, je vois rouge ou c'est un infranchissable d'une certaine façon. Donc, ça dépend des personnes. Non, mais si tu permets, Oui, si tu permets Oui. très rapidement, la Oui. violence verbale est l'antichambre de la violence physique. Ça veut dire que si quelqu'un s'entraîne sur toi, sur une violence verbale, c'est comme s'il te préparait à une violence plus grande. Et si tu l'autorises et tu acceptes la violence verbale, Oui, mais le que ce sous-texte, soit c'est que t'es je peux m'en nul, défendre de la t'es violence verbale. bête, ça peut être de la micro-violence, Oui. mais qui a un impact tellement grand selon ta position dans la relation. T'es nul, t'es bête, t'es incompétent, t'es pas capable, etc. Ce type de violence-là, s'ils sont récurrents, et s'ils sont exprimés par une figure qu'on idéalise ou qui est importante ou Oui, qui a un bah, rôle les clé. parents, à tout hasard. Mais même les managers et tout, je m'excuse, une violente verbale, si on la tolère, ça permet à l'autre, c'est comme si on donnait la permission implicite à l'autre, bah, tu peux t'autoriser plus hein, si tu veux. Je te permets. Si je ne réagis pas, qui ne dit mot consent, si je ne réagis pas, que ce soit par le silence ou par le recadrage, ou par... Ça, je ne tolère pas. Ça, je désapprouve, hein, quelle que soit notre relation. C'est important de le dire. Oui, Oui. merci Méline de parler de ça. Et puis j'avais envie de rebondir sur un terme, mais voilà, tu l'as déjà mentionné, Badr.
Tu as parlé de la violence et tout à l'heure, on a parlé de la saine agressivité. Tu as Oui. mentionné les enfants, si les enfants nous écoutaient. Et donc là, j'ai rebondi quand j'ai entendu ce mot-là. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de saine agressivité, comme on avait dit tout à l'heure, Mm. c'est un Saine mot. colère, saine agressivité. Oui. Oui, pour moi, il y a une colère. Il n'y a pas de saine colère ou mauvaise colère, il y a de la colère. Donc, c'est quelque chose qui s'exprime dans le corps. Il y a une colère et qui envoie un message. Il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, d'être modifié dans l'environnement où j'opère. Oui. Alors, pour revenir à la saine agressivité, on a tendance à confondre saine agressivité et violence. Et justement, là, tu parles de la violence. Et la violence, pour moi, c'est un passage à l'acte. Donc, un passage à l'acte, c'est qu'on a dépassé une limite. Et quand je dépasse une limite une fois, deux fois, trois fois, et que lorsque la limite est dépassée, on a tendance à remettre la faute sur l'autre, mais comme tu as dit, Mrim, ça se co-construit. C'est qu'est-ce que moi j'ai mis en place, moi en tant que personne, en tant que manager, en tant que la personne que je suis, qu'est-ce que j'ai mis en place pour qu'il y ait ce non-respect, cette violence, ce dépassement de limites. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a fait que? Ça veut dire que là, il y a une co-responsabilité. Donc, comment je vais poser une limite? La limite, elle se pose à travers le fait de prendre sa place, tout simplement. Alors, prendre sa place physiquement. Alors, bon, quand on parle des approches thérapeutiques ou parfois, disons, il y a un chemin toujours à faire dans l'existence. On se meut. Et d'ailleurs, par définition, il y a du mouvement. Dès qu'on est, on essaie. Bon, quand on observe des bébés ou la vie, elle essaie de se mouvoir et de se déployer, d'être en extension. Et certaines personnes, bon, disons que n'arrivent pas simplement à se protéger, disons, à créer ce cadre dans lequel elles peuvent se sentir suffisamment à l'aise pour qu'elles puissent se mouvoir confortablement. Alors c'est dans la vie intime ou dans le travail. Et lorsqu'on est dans cette configuration-là, si on réprime l'envie de refuser quelque chose que notre corps, que notre instinct rejette fortement, et qu'on ne le fait pas, le danger de la colère qui ne va pas s'exprimer ou de l'agressivité qu'on ne va pas extérioriser, c'est que elle va moisir. C'est que quelque part dans le comportement, elle ne disparaît pas. Parce que si on estime que quelque chose ne doit pas nous arriver et que ça continue à nous arriver, qu'on ne s'en défend pas, c'est une colère qu'on dirige vers soi-même ou qui va aboutir à des comportements qu'on va qualifier parfois de vicieux. On se dit pourquoi cette personne est venimeuse ou vicieuse dans son rapport avec les autres. C'est souvent que les limites n'ont pas été entre guillemets défendues ou protégées de la part de la personne qui estimait effectivement qu'elle ne devait pas accepter ce qu'elle a pu accepter dans sa vie pratique ou dans sa vie au travail ou intime. Oui, ça questionne et là, c'est plus complexe que ça a l'air parce que en parlant voilà, de comment ce sentiment de protection ou de sécurité, il vient des premières années de notre vie. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui s'appelle La première année et le reste de ma vie et qui parle du développement de l'enfant. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que tout a été, pas décidé, mais tout a été vécu pendant ces premières années, surtout les 2 premières années, où on a été, et bon là il y a des approches qui disent autre chose, mais ça se discute, mais ça parle de la manière, on parle du holding, comment on a été porté, du handling, comment on a été manipulé, et du caregiver. C'est la personne qui a pris soin de nous, et en l'occurrence c'est la maman en général, ou la personne la dada, la nounou, jdati, etc. Donc ce sentiment de sécurité, il a, on va dire, été co-construit à partir de cette période-là. Et donc, s'il y a la maman qui a suffisamment donné de sécurité à l'enfant, donc il y a cette notion d'attachement et de non-attachement. Et bien sûr, on va regarder aussi l'environnement de la maman. Est-ce qu'elle a été suffisamment sécure pour qu'elle puisse aussi donner cette sécurité à son bébé?
Et pourquoi je parle de ça? Il y a un lien parce que tout ce qui a été incarné, tout ce qui a été vécu corporellement, parce que notre premier contact avec l'environnement extérieur, c'est notre maman. Elle nous a donné le sein, elle nous a porté, etc. Et donc, il y a ce contact, il y a ce toucher, il y a cette limite. Et on va parler peut-être tout à l'heure de cette limite-là, la frontière contact. Et donc, ce bébé-là, en tant qu'adulte, il a tout enregistré, il a tout emmagasiné, toute son expérience avec le monde extérieur est là dans son corps. Donc il va reproduire, s'il n'a pas reçu suffisamment de sécurité, il va reproduire d'une manière inconsciente cela avec sa relation Oui. avec les autres. Et quand je parle de ça, donc peut-être on va trouver des personnes qui n'ont pas suffisamment d'appui, de sécurité, et donc ils vont être très très méfiants, ils vont avoir Beaucoup d'angoisse. beaucoup Oui. d'angoisse, beaucoup d'anxiété et du mal, par exemple, dans le monde professionnel, du mal à déléguer parce que je ne peux pas faire confiance, je dois faire tout moi-même parce que moi je le fais bien et j'ai peur que l'autre fasse une erreur. Donc c'est plus compliqué que ça. Alors là où il y a peut-être quelque chose à revoir, c'est quand il y a un figement, et lorsqu'on parle de figement sur le plan psychothérapeutique et surtout la gestalt, on parle de quelque chose qui se répète dans le temps. Donc il y a pas on n'est pas dans l'élargissement du possible. Je ne sais faire que ceci. Donc faire que ceci, ça veut dire que je ne vais pas répondre à mes besoins. Et ne pas répondre à ses besoins, c'est justement en parlant de la colère, en revenant à la colère. Donc peut-être je vois quelque chose qui me déplaît, quelque chose qui s'impose. On me surcharge de travail, on me donne des rôles qui ne sont pas les miennes, des tâches, je déborde sur le temps, on ne prend pas en considération ma présence, ma place, etc. Et je vais garder en soi tout ça, je vais l'intérioriser, c'est ce qu'on appelle une forme de rétroflexion. Je garde à l'intérieur. Donc émotionnellement, je ne suis pas au contact de mes émotions. Je suis tendue. Donc le premier qui va me parler, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dégainer. Je vais exploser. Donc ça, pour répondre aux limites, donc les limites, c'est très très important de les poser. Et quand je parle de limites, je pense aussi à la peau. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Moi Peau, qui est très très intéressant de 11 yeux. Donc, il part du moi peau. Et donc là, comme tu vois, Mariam et Badr, je touche à ma main. La peau, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le rôle qu'elle a? Elle sépare et elle relie. Donc, elle a double fonction. Donc, comment je vais être dans cette... je vais poser les limites tout en me différenciant de l'autre, mais en préservant le lien et la reliance. Et ce qui se passe en général, il y a une rupture. Oui. Donc, quand je pose les limites, donc il peut y avoir de la violence parce que je vais être dans la réaction. Donc, la réaction, c'est que je suis pas maître ou maîtresse de mes actes. Il y a quelque chose Oui, qui mais dans agit sur nous. l'agressivité, on parle des fois de colère froide, mais dans l'agressivité, elle peut prendre de diverses formes. Et celle qui est raisonnée et celle qui est réactionnelle. Et si je peux me permettre, par rapport à la peau, et tu disais tout à l'heure, Badr aussi, on est des fois très poreux. Et en fait, on ne devrait pas. En prenant une douche, certains, effectivement, absorbent 2 litres d'eau. Hein. C'est Oui, à mesure qu'on passe du temps sous la douche. mais la porosité signale, ou en tout cas nous donne un signal que l'immunité n'est pas assez bien construite. C'est-à-dire quand ton système immunitaire, je ne parle pas que si le système immunitaire psychique répond au système immunitaire physique. Et les deux se parlent constamment, consciemment et inconsciemment. Et donc lorsque mon immunité physique, si on prend l'exemple, est basse, je chope tout ce qu'il y a à choper, comme virus, comme microbe. Malheureusement, je deviens très poreux, mais aussi très réactif et très faible par rapport à ce qui se passe. Mais lorsque mon immunité psychique aussi est basse, je capte malheureusement tout ce qu'il y a à capter. Et donc, le travail humain, c'est de construire quand même des défenses assez solides et pas poreuses, justement, pour ne plus être réactif. C'est pour ça que tout à l'heure, je différenciais entre l'emportement colérique et la saine colère, qui consiste réellement à dire que, par exemple, par rapport à un manager qui dépasse ses limites, par rapport à un manager qui me donne à moi trop de travail, par rapport à quelqu'un qui, en réunion, me rabaisse ou m'humilie face aux collègues, à des choses qui devaient rester dans la sphère privée, qui passent à la sphère publique. Et donc, c'est une divulgation d'une information, une divulgation d'un secret ou d'une discussion qui était en aparté, qui finalement se retrouve sur la sphère publique. Et donc, quelque part, c'est des questions que j'invite chaque
chacun et chacune à faire, c'est finalement qu'est-ce que je dois quand même protéger comme une forteresse, quelles sont les choses de ma vie, de mon intimité, de ma façon de faire. On parle bien de secret professionnel, qu'on ne divulgue pas tout sur la sphère publique. Et heureusement, ça veut dire qu'on met des limites entre ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. Et peut-être qu'entre les deux, il y a une forme d'interdépendance ou d'interrelation qui est normale, qui est tout à fait normale, mais tout n'appartient pas aux autres et les choses des autres ne nous appartiennent pas. Parce que tout à l'heure, quand je t'ai gentiment reprise sur... Tu disais, est-il nécessaire de poser des limites ou pas? Si on ne les pose pas, figure-toi que ça mène à des relations des fois extrêmement problématiques, comme des relations fusionnelles. Et donc, dans les relations fusionnelles, où l'identité de l'un s'efface au profit de l'autre, mettons, ou bien où les deux entités fusionnent, qu'est-ce qui finalement est à moi et qu'est-ce qui finalement est à toi? Que ce soit dans le couple ou dans l'amitié ou dans la relation au travail. Où est ma marge de manœuvre? Où s'arrête ma liberté? Où commence la tienne? Donc attention à ces relations qui sont vicieuses, qui sont pernicieuses, qui sont des relations fusionnelles, où finalement, même quant à la notion de responsabilité, s'il y a un problème, on ne sait pas à qui incombe la responsabilité. Oui. Et là aussi... mais disons que dans la vie, ce qu'on peut observer, c'est qu'on peut adopter des attitudes positives en ouvrant les mauvaises portes. Et inversement, on peut adopter des attitudes à l'inverse, en prenant les bonnes portes, aboutir effectivement à un résultat qui est quelquefois... qui nous déséquilibre. Mais on reprendra la suite de cette conversation puisque nous restons à l'antenne encore jusqu'à midi. Ce sera après la respiration musicale, très courte cette fois-ci, après les actualités également. Et nous resterons bien entendu ouverts à l'échange si vous souhaitez partager des avis ou des questions. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission ce matin, qu'on consacre à la nécessité, ou non, je le précise. Il reprend. Oui, mais c'est une interrogation. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Bon, oui, bon. Je n'en démordrai pas. Disons que dans un premier temps, il est toujours nécessaire de se créer des espaces dans lesquels effectivement on puisse se mouvoir confortablement sans pour autant... calculer, se sentir en danger, être dans un inconfort. Ça, c'est à minima une première étape. Chauffe. Oui. Badr. Quand tu dis à quelqu'un, et merci d'avoir parlé de la notion d'espace, parce que poser des limites, c'est justement créer son espace. Il y a un espace intérieur en chacun de nous, un espace extérieur, fort heureusement, mais créer son espace d'expression, de parole, d'écoute, de partage, etc. Sauf que si tu sens que les autres mangent ton espace, rognent ton espace, abusent de ton espace, empiètent sur ton espace, et c'est des choses qui sont révélées des fois par des gens dans le monde professionnel ou dans le monde personnel, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te figes? Est-ce que tu fais semblant qu'il ne s'est rien passé? Est-ce que tu parles et tu parles avec assertivité et calme? Est-ce que tu t'emportes? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc juste se poser la question, comment ça se fait que j'ai permis à X ou à Y de faire ça? Point. Retourner à la ligne. Et aujourd'hui, la notion de poser des limites, elle est par rapport à tout, Badr. Elle est par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, par rapport à une surconsommation aujourd'hui, chez les jeunes et les moins jeunes des réseaux sociaux, où on scrolle à l'infini. On scrolle à l'infini et des fois on se dit oh, j'ai passé 1 heure, j'ai passé 45 minutes, j'ai passé 2 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas dit à mon cerveau le message, c'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. On a tous le droit d'avoir des réseaux sociaux et on a tous le droit de les utiliser à bon escient. Sauf que quand on sait comment sont programmés ces outils, quand on sait l'ingénierie sociale qui est derrière cela, on sait que l'algorithme est très malin derrière ces réseaux sociaux. Son intention, c'est justement... Mais oui, mais attention, son intention, c'est donc de prendre ton temps de cerveau disponible. Ça veut dire ton espace, c'est de prendre une partie de ta conscience, une partie de ta carte mentale et la prendre. Aujourd'hui, il n'y a plus une conquête, j'allais dire, géographique.
il y en a encore, pardon. En tout cas, dans certains, il peut y avoir, on peut remarquer, si on lit l'actualité, qu'il y a des espèces de conquêtes ou de reconquêtes. Certains parlent de retour des empires, etc. Ça, c'est une notion géopolitique. Moi, je parle d'une géopolitique des esprits et de la psyché. Et la géopolitique de la psyché, et c'est pour ça qu'on parle d'emprise des fois, ou de personnes sous emprise, c'est juste se poser la question aussi par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aux adolescents qu'on peut avoir, aux enfants qu'on peut avoir autour de nous ou à nous-mêmes. Quels sont les mécanismes d'appropriation de notre espace mental qui peuvent se jouer dans l'utilisation des réseaux sociaux, sans les citer, parce qu'on n'est pas là pour leur faire de la publicité. Mais si je ne me dis pas, Myriam ou Badr, je suis 10 minutes sur LinkedIn ou je suis 10 minutes sur un autre réseau, et pas plus, et pas une minute de plus. Là, j'ai fixé des limites. À qui? À moi-même, à mon propre... La question que je pose, mais la question que je pose souvent, elle est très simple, c'est qu'est-ce qu'on a envie, quel type d'énergie on a envie d'émettre, ou quel type d'énergie on a envie de mettre en avant pour gouverner nos actions. Alors quand on essaye de se défendre ou de se protéger, on va éviter. Et on va éviter, qu'est-ce qu'on va éviter? On va éviter le malheur. Et c'est une posture, et c'est une attitude. Alors pour aboutir au même résultat, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que son attention ne soit pas aspirée, on peut simplement disons, développer en soi la sensibilité que le fait que notre attention soit aspirée produise une qualité d'être qui est diminuée. Alors souvent on est groggy entre guillemets au terme d'une heure de scrolling, mais si on fait par exemple, je ne sais pas, si on va exprimer sa créativité, qu'on va, disons quelquefois simplement avoir l'esprit qui divague, ou simplement se promener ou faire une balade dans une forêt, et ainsi de suite. Si je ne fais pas le comparatif et que dans le choix que je fais quotidiennement, je ne choisis pas ce qui est le meilleur pour moi-même, alors, c'est une énergie sensiblement différente que d'essayer de mettre des barrières ou d'éviter d'éviter ce qui va dans ma vie, entre guillemets, à m'impacter négativement. Alors, il y a plusieurs points que vous avez abordés. Il y a la notion d'espace qui est très, très importante. Et j'ai envie de rebondir sur le corps. Notre premier espace, c'est notre corps. Oui. J'ai envie de dire, c'est notre temple, on va dire. C'est là où tout se passe. Donc, si je suis, on va dire, si je suis distanciée de cet espace-là qui est mon corps, je ne peux pas être au contact de mon ressenti. Et ça, c'est très, très important. Et comme tu as dit, Myriam, je ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Moi, peut-être, je ne peux même pas ressentir, être au contact de ce que je ressens quand je suis sur mon téléphone, par exemple, dans un autre espace. Donc, quand je sors de mon propre espace et je pars, c'est un mouvement vers mon... Oui, c'est une distraction. Dans un autre espace. À ce stade-là, ce n'est pas une distraction, mais je déploie un mouvement vers l'espace qui sont les réseaux sociaux, ce qui se passe à l'extérieur, etc. Donc, je suis dans des espaces qui sont différents. Et à un certain moment, je ne m'appartiens plus. Mon corps, il est porté par ces espaces-là. Je suis guidée par... ça veut dire que je suis plus maîtresse de ce que je fais, ce que je sais, ce que je ressens. Et puis justement, c'est comment revenir à cet espace-là. Et quand je dis cet espace-là, c'est mon propre espace, c'est mon corps. Comment revenir, c'est à travers ma respiration. Et comme tu as dit, Myriam, je ne me rends pas compte, ça fait 1 heure que je suis en train de scroller, mais qu'est-ce qui fait que je me suis laissée porter, donc on est là dans un mouvement, je me suis laissée porter par quelque chose qui n'est pas suffisamment sécurisante et je n'en étais même pas consciente. Donc qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu revenir à ma respiration et prendre les choses en main? Et prendre les choses en main, c'est une manière de poser des limites. En parlant des espaces aujourd'hui, donc voilà, il y a plusieurs recherches qui se font dans ce sens-là, et cette ouverture qui a commencé par voilà, l'anéantissement des frontières, ça a du bon côté et ça a beaucoup aujourd'hui dans ce qu'on vit. Et je prends toujours l'exemple de l'enfant. Lorsque on a là sur ce plateau-là, on a tous des enfants d'âges différents, mais aujourd'hui, lorsqu'on a notre enfant, il est dans sa chambre, il a son téléphone, on ne sait pas dans quel espace il est. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection. Et il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de limite. L'enfant peut vivre des choses horribles, atroces, mais il n'y a pas ce soutien, cette sécurité que les parents apportent
pour justement le ramener dans un espace suffisamment sécure. Avant, moi je suis plus âgée que vous. Avant, l'espace déjà vital, il était moins spacieux. Donc, on n'avait pas chacun sa chambre. Donc, on dormait 2, 3 dans la même chambre. Et les parents, ils savaient, lorsque l'enfant il est là, devant Il est là, eux. en Donc, présence. il y a l'espace, il y a cette sécurité-là quand même qui est très présente. Oui, et parfois le voisinage. Et parfois, le voisinage, si tu descends dans la rue, donc il y a quelqu'un Oui. Les portes parfois dans certains quartiers étaient qui est ouvertes. là. Donc, Mais oui. aujourd'hui, avec le téléphone, avec tous ces espaces-là, avec les groupes WhatsApp qui se créent, dès qu'on anime un stage, il y a un groupe WhatsApp qui se crée, il y a plusieurs espaces et on se sent perdu dans cet espace-là. Et si je peux me permettre, Oui, bien sûr, effectivement, oui. ma Ju- chère Juste, amie, juste un oui, point. vas-y. Donc on se perd dans ces espaces-là et une fois qu'on est perdu, on n'est plus connecté à son propre soi, le soi-corps. On se perd. Donc comment se réapproprier son propre espace? Et c'est pour ça que je parlais d'espace virtuel tout à l'heure, Badr, et par rapport à la nécessité de se poser des limites, parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'on a tous perdu un peu de notre souveraineté psychique. C'est qu'on a tous perdu un peu de notre pleine conscience dans l'instant présent. Et parce que justement nous sommes dispersés dans de multiples espaces virtuels, parce que lorsqu'on est là-dedans, dans ces espaces-là, on n'est plus en dedans de nous. Et donc, si jamais je me mets à la place des adolescents ou des plus jeunes qui sont plus vulnérables et qui sont plus poreux, justement, pour reprendre la notion de porosité, qui n'ont pas encore terminé la construction de tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à construire, justement, eh ben, ils sont poreux d'à peu près tout, de ce qui est valable, de ce qui n'est pas, de ce qui est montrable à une tranche de leur âge, de ce qui n'est pas montrable, de ce qu'ils peuvent comprendre, cognitivement parlant, de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et ce qui n'est pas compris est problématique pour un enfant ou un adolescent, parce que ça crée un bug dans le système. Et donc, comment justement, en tant que parent, responsable, maître, fonctionnaire d'État, comment on peut protéger toutes les franges de la société contre l'absence de limite de ces espaces-là? Parce que ces espaces-là n'ont pas de limite, justement. Et donc, par rapport à des notions d'identité qui sont importantes, on parle de nos identités qui se développent dans le temps. Tu me regardes bizarre. Ah oui, Il croit que je vais partir dans une espèce de truc. Non, l'identité d'une personne, il y a plusieurs théories psychologiques. En tout cas, Freud disait tous jouent avant 6 ans. Certains se disent tous jouent un peu plus tôt. D'autres se disent on n'est pas résumé à nos plaies du passé. Et heureusement, si on regarde que le symptôme, on risque d'être réduit aux symptômes, etc. Aujourd'hui, notre identité est beaucoup plus large que ça. Elle est en construction. Maintenant, il faut juste revenir à cette notion d'espace qu'on doit protéger et créer s'il n'est pas encore créé, et se dire qu'est-ce qu'on autorise à rentrer dans cet espace de ce qu'on n'autorise pas à rentrer. Nous, on autorise la respiration musicale à entrer dans cet espace-là, parce que il n'y a pas que des influences négatives. Quelquefois, la musique détend ou parfois élève l'esprit. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts qu'on consacre à la nécessité, sans le point d'interrogation sur la possibilité ou non de mettre des limites. On se retrouve dans quelques instants et ceux qui souhaitent émettre des avis, n'hésitez pas à nous joindre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos invités. Alors, on est un peu pressé par le temps. On va revenir, bien entendu, après les actualités dans quelques instants. Mais d'un mot, il y a le risque, effectivement, que de ne pas... de se rendre perméable à des éléments qu'on souhaite extérieurs à soi-même. Et le fait de faire preuve ou de lâcheté ou de faiblesse par rapport à cela engendre des conséquences. Pour Tout soi-même. se paye, la lâcheté, la faiblesse. Mais parfois ça nous accompagne, la lâcheté ou la faiblesse nous accompagne dans notre mental parce que on essaie de l'éviter, bien entendu, pour éviter que ça ne se réitère. Mais la question que je voulais vous soumettre, c'est il y a le risque que les autres débordent sur soi-même, il y a le risque que nous débordions sur les autres. Et cet élément-là, je ne suis pas certain que... On est toujours plus soucieux de se protéger que de se défendre en soi-même du mal qu'on peut faire aux autres.
Et Ah ben si, ouais. quand même, si on a une responsabilité écologique, c'est qu'on réfléchit aussi à la Ouais. portée de nos mots, à la portée de nos phrases, à la portée de nos regards. Et heureusement, en tant Oui. qu'être conscient avec une boussole, à chacun sa boussole. Si on a une boussole spirituelle ou une boussole de vie ou de respect de l'être humain, il faut s'interdire justement de déborder sur les autres parce que notre parole, notre communication aura un impact positif ou négatif sur les autres. Donc, on l'espère positif. Donc, tu sais, dans la notion de déborder, il y a déjà dans cette phrase la notion d'être sur l'autre ou de s'appuyer sur l'autre ou d'écraser l'autre. Il y a cette notion d'être en dehors de soi, Oui. déjà de déborder, que chacun reste à sa place. C'est déjà très, très bien pour les relations humaines. Et si on est débordé par quelqu'un, qu'on n'ait pas peur de le remettre à sa place. Justement, la notion de remettre quelqu'un à sa place, Oui. c'est qu'il doit y avoir peut-être une saine distance entre deux personnes Oui. pour communiquer avec intégrité. Oui, mais ce qu'on considère comme étant habituel, normal pour soi-même, on a une grande facilité à le reproduire, y compris lorsque... Moi, je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu un père autoritaire et qui, dans le rapport avec les autres, peut-être tentait effectivement d'avoir ce rapport d'autorité très facilement avec autrui. Alors, ce qu'il a accepté, ce qu'il considère être normal pour lui-même, il aura tendance effectivement à ne pas comprendre qu'on puisse avoir un rapport négatif avec autrui selon ce registre-là qu'on a accepté pour soi-même. Et c'est la difficulté. Alors ce qu'on essaie aussi d'éviter, ce sont les retards, puisqu'il est 11h30, et le but c'est de pas de déborder sur la tranche des collègues pour reprendre un terme qu'on utilisait à l'instant. Mais on reprendra bien entendu la suite de notre émission après les actualités qui nous sont présentées justement par Karim Dronet. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Alors, on est tantôt sur les objets technologiques, tantôt sur l'aspect personnel, tantôt sur l'aspect professionnel au travail. La nécessité de mettre des limites et la nécessité de ne pas aussi peut-être déborder. Et effectivement, à cet aspect-là, on y est moins sensible parce que ce qui est douloureux, c'est toujours pour soi-même, ce qui est souvent plus douloureux, ce qu'on retient plus facilement, c'est, disons, l'intrusion d'autrui en soi-même, dans ses propres espaces, et moins l'intrusion qu'on fait, parfois sans le vouloir, dans les espaces des autres. Et ça, c'est encore un paramètre ou un angle mort que je souhaitais peut-être vous soumettre. Justement, Darcey, la relation n'est pas à sens unique. Elle se co-construit. Elle se co-construit, ça veut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se met en place? J'ai bien dit qu'est-ce qui se met en place pour qu'il y ait ce débordement de limites. Ça veut dire que ça ne m'appartient pas à moi seul, ça n'appartient pas à l'autre, mais il y a quelque chose qui a été permis. Et il y a quelque chose qui agit sur nous. Mais encore faut-il avoir cette capacité de prendre du recul, d'être conscient de qu'est-ce qui se joue entre, par exemple, moi et toi. Je ne vais pas me déresponsabiliser de cette limite qui n'a pas été posée, que ce soit dans le monde professionnel, dans l'environnement professionnel ou ailleurs. Je vais remettre en question mon mouvement, à quel moment il a été figé, à quel moment il n'a pas été suffisamment sain pour qu'il n'y ait pas cet empiètement sur les espaces. J'ai bien dit les espaces, et je n'ai pas dit juste l'espace de l'autre ou mon espace, sur les espaces. Vraiment, je crois en ça, c'est que rien ne se fait d'une manière, on va dire, détachée de l'autre. Parce que tout existe dans la relation, tout existe dans l'expérimentation, dans l'expérience, dans la situation. Peut-être je vais vivre la même, on va dire, pas la même configuration de la situation, je vais la vivre différemment avec une autre personne. Avec une autre personne, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se réactiver, qui relève de mon passé, ou bien juste d'une expérience qui a été mal vécue, mais qui va se réactiver avec X personnes, parce qu'il va y avoir un transfert ou il va y avoir une projection. Et avec une autre personne, rien ne va se passer. Donc là, on est dans quelque chose qui est plus complexe que ça a l'air. Donc il n'y a pas quelque chose qui est figé, on va dire A plus B égale à C. Non, c'est plus complexe que ça.
Alors l'idée, c'est de vraiment être conscient du moment où ça arrive et avec qui ça arrive. Prendre du recul. Peut-être que ça arrive tout le temps avec mon manager qui me rappelle mon père, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu as parlé de la figure parentale. Oui, Mon père, l'autorité positivement élève, négativement c'est de la tyrannie. Et oui, certains effectivement estiment que dès lors qu'ils acceptent la tyrannie pour eux-mêmes, ils considèrent tout à fait naturel que de l'imposer aux autres. oui. Et on n'a pas nécessairement le recul par rapport effectivement à ce qu'on accepte naturellement pour soi-même. Je prends l'exemple de quelqu'un qui répond toujours immédiatement aux mails, aux messages, au Mhm. téléphone. Justement. Et quelqu'un qui, dans son interaction, cette personne, dans son interaction avec autrui, va considérer comme étant anormal, comme irrespectueux, comme étant, oui, de la négligence et ainsi de suite, si l'autre prend le temps de répondre quand lui en a envie, c'est-à-dire en prenant les délais qui lui sont nécessaires. Et donc, j'ai pris un exemple anodin parce que dans l'observation qu'on peut faire dans les interactions qu'on a, on peut voir différentes façons de fonctionner. Il y en a qui, au travail, considèrent qu'ils sont alarmés, ou d'autres qui sont nonchalants à l'extrême. Donc il y a une grande variabilité des comportements. Mais cela dit, ce qu'on accepte naturel pour soi-même, on ne s'en distancie que rarement, y compris la brutalité qu'on considère naturelle pour soi-même. Effectivement, il est très naturel d'avoir la pente, de la reproduire dans la relation avec les autres. Moi, j'adore ton exemple, Badr, parce qu'il a été cité plusieurs fois lorsque j'ai accompagné des groupes et des individus. Et il a été reproché à des personnes de ne pas répondre aussi vite que souhaité ou que imaginé. Oui. Et donc, c'est très proche de notre sujet là, finalement, parce que je souhaite poser les limites que je me suis posées, par exemple, ou le canevas que je me suis posé, ou la façon de faire que je me suis posée, j'ai envie de l'avoir reproduite chez tous mes collègues et chez tous mes collaborateurs. Non, pour certains, ils ont... le canevas, c'est la brutalité que j'ai acceptée pour moi-même. Oui, et j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis, parce que tu dis que finalement, on peut être responsable. Je m'inflige. On est responsable quelque part de ce qu'on a accepté sans questionner. Si j'accepte quelque chose et que c'est un fonctionnement qui me va très bien et qui ne me procure pas de malaise, qui ne me procure pas de la somatisation, où j'ai pas de dégâts sur ma santé ou sur la santé des autres, je peux dire que c'est un fonctionnement choisi et assumé, et même une stratégie de succès. Sauf que lorsque j'essaie de standardiser mon propre fonctionnement et de dire aux autres, vous devez fonctionner exactement comme moi, sinon ça se passera. Là, on est dans une forme de dérive autoritaire. Là, on est sur de la tyrannie. Là, on est sur une forme de rigidité mentale. Et c'est aux autres, à ce moment-là, de se réveiller et de poser leurs limites, parce que quelqu'un peut venir vers moi, comme certains sont venus vers leur manager, en disant « Toi, tu es un rapide, un décisionnaire, un homme d'action, une femme d'action. Tu es à l'aise dans son fonctionnement, j'allais dire, bouillant et nous, on a besoin de marquer des pauses, on a besoin de réfléchir 1 heure sur le sujet, on a besoin d'aller vérifier les chiffres avant de te répondre au tac au tac. C'est pas qu'on te respecte pas, c'est pas qu'on n'a pas, mais c'est que notre mode de fonctionnement, notre mode de décision, ce qui nous rassure aussi en tant qu'être humain, parce que chaque personnalité est unique, c'est que je revienne vers mes équipes, c'est que je prenne un moment de mouliner ce que tu viens de dire dans Hada et que je te réponde à froid. Et donc en fait, des fois, c'est aussi ça, poser des limites. Et je reviens à cette notion de souveraineté. Reprenons chacun notre souveraineté. C'est-à-dire finalement, posons-nous la question, si je fais ça, est-ce que je le fais juste pour faire plaisir aux autres ou par peur de leur réaction ou de leurs sanctions, ou est-ce que je le fais en pleine conscience et en pleine conviction de ce qui doit être fait? Mais là, tu parles d'heure, parce que pour reprendre l'exemple que je citais il y a de cela quelques instants, mais si je réponds immédiatement après qu'on m'ait envoyé un mail ou qu'on m'ait envoyé un message, c'est peut-être pour éviter que je ne sois rejeté ou pour éviter qu'on puisse supposer que je sois distant vis-à-vis de la personne. Ou c'est peut-être spontané, c'est naturel pour moi que d'agir de cette façon-là. Mais selon la modalité, disons l'interprétation que j'aurai de la réaction d'autrui sera mais radicalement différente. Eh ben, il faudrait qu'on s'habitue à se passer de l'approbation et de la validation d'autrui. Et c'est quelque chose qu'on fait
justement lorsqu'on grandit, pas seulement physiquement et mentalement, mais émotionnellement. Parce que nos enfants, aujourd'hui, nos enfants en pleine construction, certains d'entre eux ont besoin de notre validation. C'est peut-être même sain et ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre support dans le sens où ils nous disent « Maman, papa, j'ai réagi comme ça, est-ce que c'est normal ?» Je vais dire « Oui, tu as le droit de te défendre, bien sûr, mais tu n'as pas le droit, tu as eu le droit de te défendre et de remettre quelqu'un à sa place. » Parce que là, on parle, par exemple, moi, mes enfants, ils me racontent des choses sur la cour de récréation, etc. Il y a déjà une forme de violence physique qui se passe au sein des cours de récréation et j'encourage moi mes enfants directement à se défendre, mais pas à faire. Il faut aussi savoir doser la réponse, qu'elle soit proportionnelle, qu'elle ne fasse pas mal à l'autre, mais empêcher l'autre. Oui, mais empêcher l'autre de venir. Et mon fils un jour, il est venu me dire, l'autre garçon m'a griffé le visage. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, je suis parti voir la maîtresse. J'en ai parlé et j'ai trouvé ça très bien parce que pendant longtemps aussi, et j'en ai vu autour de moi et j'ai vu des grands qui étaient aussi des enfants qui me disaient mais on est resté scotché, on est resté à notre place, on n'a pas agi, on n'a pas parlé, il y avait le silence. Et donc je reviens à quelque chose qui est essentiel. Bien sûr qu'à différents moments de notre vie, on a besoin du regard de l'autre, de l'approbation et de la validation. Mais être esclave de ça, c'est s'interdire d'aller prendre les devants ou de dire non. Dans des situations, il faudrait dire non, justement. Ça ne m'arrange pas. Alors, ce que tu es en train de partager, Myriam, me renvoie vers ton fils, si tu permets que je rebondisse sur cet exemple-là. Voilà, il a été attaqué, il a été violenté, voilà, il s'est défendu, il a été chercher du soutien. Chez une maîtresse. Chez une maîtresse. Et donc, en allant chercher ce soutien chez la maîtresse, ça l'aide à fabriquer du soutien intérieurement. Exactement. Donc, en tant qu'adulte, si il va vivre une situation qui lui rappelle cette expérience-là. Oui, c'est le N+2 au travail. Oui, mais c'est ça, on parle du dosage. On parle du dosage. Mais justement, ne pas se taire et ne pas faire taire cette on va dire, l'higra, voilà, cette violence que j'ai subie, ne pas la faire taire, l'extérioriser, l'exprimer. Et c'est ce que ton fils, Myriam, a fait. Il a été vert, il s'est déployé, il a déployé un mouvement, il n'est pas resté figé. Et donc, imaginons un adulte, justement, dans une situation qui ressemble à cette situation-là. Donc, il a déjà été soutenu dans ce mouvement-là. Dans cette démarche de parole. Mais c'est pour ça que, spontanément... Par l'environnement voilà, scolaire. Et il a senti qu'il est légitime dans cette démarche. Il est légitime et en même temps que c'est possible. Bien sûr. Que c'est possible de répondre à un besoin parce que, oui, il a subi une injustice. Et donc, si un manager donc il va vraiment me pointer tout le temps, il va pointer le négatif, etc. Et si moi, je refoule ça constamment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais exploser l'intervenant, ça va se somatiser, par la suite ça va être un burn-out, etc., etc. Et on connaît un petit peu c'est le cercle vicieux. Exactement. C'est le cercle vicieux, au sens littéral même du terme. Parce que mais dans la parole et dans l'expression d'un problème, il y a déjà une demande de réparation. Il y a déjà une recherche d'équilibre, mais sans pour autant recourir aux mêmes moyens des autres. Et ça aussi, c'est intelligent, parce qu'on peut se défendre de mille façons. Mais le plus important, c'est le mouvement. C'est d'aller vers quelque chose et de ne pas rester comme une statue de marbre, parce que rien n'est inscrit dans le marbre. Oui, c'est pour ça qu'on nous a toujours appris à nous méfier de ceux qui n'expriment jamais leur colère, parce que le jour où elle déborde, où elle explose, c'est la somme de toutes les agressions qu'ils ont subies qui vont être soldées d'un seul coup. Si je peux me permettre, il n'y a rien de pire que les individus qui sont cyniques. Tu sais pourquoi le cynisme est mauvais dans les sociétés individuellement et collectivement? C'est que la personne ne réagit plus et trouve tout normal et tout justifiable. Et je vous ai dit que c'est comme ça. Et puis après tout, c'est comme ça. Ou bien ils sont les plus forts. Le cynisme, c'est vraiment une passivité extrême. Alors que la colère, elle, quand elle est saine et on the time et on the spot, et pas forcément chaude. Les colères sont froides. On imagine toujours les colères avec des points sur la table. Absolument pas. Ça peut être juste un regard. Ça peut être une réflexion. Ça peut être un stop. Ou ça peut être la réunion s'arrête là. On reprendra la réunion plus tard. Une colère, c'est une
c'est un quadrillage en fait du territoire. C'est essentiel. Et nous, on reprendra notre émission un peu plus tard, après la respiration musicale. Et bien entendu, ce sera les derniers instants que nous partagerons avec ceux qui nous écoutent, ceux qui souhaitent également s'exprimer. N'hésitez pas, toujours, c'est au standard que vous pouvez nous joindre pour ces derniers instants d'émission. Bon, on peut poursuivre les discussions, y compris pendant les respirations musicales. Alors, le temps qui nous est imparti s'est écoulé. Alors, je vous laisse simplement le soin de partager chacune un mot de conclusion par rapport à la thématique qui nous a réunis ce matin. Vas-y, Souad. Oui. Une conclusion, c'est difficile de conclure. Impossible, même. C'est très difficile. Une tentative surtout dans cet nécessairement vouée à espace-là l'échec. où Il Oui. il y a eu beaucoup de partage et j'ai beaucoup apprécié cette ambiance. Alors, qu'est-ce que je voudrais partager pour conclure? C'est vraiment essayer mettre les moyens pour être au plus proche de soi, le soi-corps, le je-corps, J-E. Le jeu-corps pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui se passe émotionnellement, ce qui se passe autour de soi, à l'occasion du contact avec l'autre, lorsque je suis en train de vivre on va dire une expérience, une situation où il y a un dépassement de limites et je me laisse piétiner par l'autre, se remettre en question qu'est-ce que je mets en place pour que ça se fasse, parce que sachant que c'est une co-construction, c'est une co-responsabilité. Donc quel est le mouvement que j'ai besoin de mettre en place pour sortir de ce figement, de ce blocage qui m'empêche de poser une limite, de poser une frontière qui n'est autre que une forme de protection, de sécurité pour qu'il y ait beaucoup plus de fluidité dans la relation. Voilà. Moi, je pense qu'on doit s'entraîner à poser des limites, ne serait-ce que par le jeûne. Tu vois, le jeûne, si on prend le jeûne, en jeûnant du matin jusqu'au soir, dans la tradition musulmane, c'est aussi se poser des limites. Bien sûr, il y a le ramadan qui est à nos portes, bien évidemment, Washal Mubaraka à tous, mais en même temps, tu sais, l'entraînement à se poser des limites, finalement, il peut venir de tout. Il peut venir à se dire que 2 fois par semaine, je vais commencer à jeûner de telle heure à telle heure, que je m'interdis de manger de la viande qu'une fois par semaine, que je m'autorise à faire le sport de telle heure à telle heure. C'est ça aussi, poser des limites, c'est prendre du temps pour soi, pour retrouver une forme de connexion avec son corps et son esprit et ne pas être toujours aspiré par l'extérieur. Attention, lorsque vous êtes toujours aspiré par le discours de votre entourage, par le discours du téléphone, par les écrans, soyez en vous-même, retrouvez le vous-même en éteignant ce téléphone de temps en temps, en éteignant toute forme d'écran, télé et etc., en vous coupant du monde un certain temps et de dire comment je me sens. Ici et maintenant. Oui. Nous, on va se couper des auditeurs, mais brièvement, parce que demain, on reprendra d'autres thématiques. Ce sera après les actualités qui nous seront présentées dans quelques instants par Zineb Jeudi. La tranche horaire suivante sera animée par Ahmed Aloua. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à